Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Centre culturel des terreaux pour ce voyage au Rwanda qui vous est proposé par l'association Cèdre Réflexion. Alors avant que je ne vous présente le déroulé de cette soirée qui sera assez complexe, j'aimerais attirer l'attention des personnes qui reviennent peut-être dans une salle de spectacle après un certain temps. N'oubliez pas, s'il vous plaît, d'éteindre vos téléphones portables. Alors là, en général, quand on dit ça, il y a des bruits dans la salle, on entend des gens paniquer, qui disent « Qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone ?» et qui fouillent dans leur poche, dans leur sac. Prenez le temps, on a le temps, j'ai plein de choses à vous raconter. Et pendant ce temps, vous pouvez vous occuper de ces machines qui font du bruit quand on aimerait qu'elles soient silencieuses. Alors, pendant que les concernés s'occupent de leur téléphone portable, comme je vous le disais, je vais vous présenter un petit peu plus en détail le déroulement de cette soirée, et qui aura en fait 5 étapes. On va commencer tout d'abord par une présentation du Rwanda par Michel Kocher, qui est journaliste et théologien. Et cette présentation, elle me tient particulièrement à cœur parce qu'elle est éminemment subjective. Michel n'a en aucun cas la prétention de vous dire la vérité sur le Rwanda. Il a plutôt envie de vous dire ce que lui peut vous raconter du Rwanda. Et c'est particulièrement intéressant parce que c'est absolument inédit. Vous avez donc le privilège, ce soir, ici au terreau, d'entendre pour la première fois un rapport totalement subjectif de quelqu'un qui nous parle du Rwanda. Dans une deuxième partie, ce sera toujours avec Michel. Michel va nous présenter, nous raconter une rencontre qui a été particulièrement importante pour lui, une rencontre qui a eu lieu au Rwanda justement et qui l'a mis face à l'Ubuntu. L'Ubuntu, c'est cette philosophie africaine dont on entend de plus en plus parler, qui est même assez branchée dans certains milieux, et je suppose que plusieurs d'entre vous dans la salle ont déjà entendu ce mot, qui est à la mode, mais fondamentalement on ne sait pas très bien ce que ce mot veut dire, et c'est vrai que Michel Kocher, mais aussi l'association Cèdre Réflexion et le Centre culturel des terreaux, on s'est un peu mis comme objectif d'essayer de vous ramener à la maison ce soir avec peut-être une meilleure compréhension de ce concept philosophique de l'Ubuntu. Dans une troisième partie de la soirée, nous accueillerons sur scène une personne qui est à présent dans la salle, c'est Tarsis Semana, qui est originaire du Rwanda et qui vit depuis un certain temps maintenant en Valais. Il est professeur de religion dans les écoles secondaires valaisannes, mais il est aussi très souvent à Lausanne puisqu'il travaille à l'université de Lausanne où il écrit sa thèse en tant que doctorant sur l'Ubuntu justement. Et donc dans une troisième partie de la soirée, nous aurons la possibilité d'échanger entre Michel, Tarsis et puis moi à la modération sur le Rwanda en général et sur l'Ubuntu en particulier. C'est aussi une tradition au Centre culturel des terreaux que les échanges ne se limitent pas évidemment à la scène, mais qu'on élargit le dialogue avec le public. Ce sera la 4e partie de la soirée où nous aurons un micro qui se baladera entre la scène et la salle et vous aurez alors à ce moment-là la possibilité de poser vos différentes questions, de partager vos réactions aussi bien avec Michel que Tarsis. Et dans la dernière étape de la soirée, c'est l'étape informelle. C'est là où celles et ceux qui se sont sentis un peu frustrés de ne pas avoir réussi à poser la question qu'ils voulaient absolument poser, ou la question peut-être plus intime qu'ils ne souhaitaient pas partager en plénière, pourront retrouver les différents intervenants de cette soirée directement à la buvette. Et on sait que très souvent, c'est autour d'un verre qu'on peut se dire des choses profondes. Voilà, je crois que je vous ai tout dit en ce qui concerne le déroulement de cette soirée. J'ai l'impression qu'on n'entend plus de bruit de panique concernant les portables, et donc je crois que nous pouvons accueillir sur le plateau des terreaux Michel Kocher. Bonne soirée. Bonsoir. Comment s'émanciper du néocolonialisme qui continue à peser sur nos relations avec les pays africains ? Pour avancer sur cette question qui me travaille depuis longtemps, j'ai trouvé une notion africaine
qui m'inspire, relayé d'ailleurs par ses plus éminents représentants, l'Ubuntu. L'Ubuntu, c'est un mot issu des langues bantoues. C'est un mot difficile à traduire littéralement en français. Tarsis Semana, on l'a dit, qui fait une thèse sur ce sujet, nous l'entendrons tout à l'heure, le traduit de la façon suivante, je le cite, « Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ». Mais il ajoute d'emblée, c'est un concept fourre-tout. Bon, il nous dira si je n'en fais pas trop. Sur l'Ubuntu, sur le néocolonialisme, sur le Rwanda, je vais vous apporter, comme l'a dit Didier, mon regard. Mais quelle légitimité une personne blanche, qui plus est théologien, a-t-elle pour s'exprimer sur l'Afrique en général et le Rwanda en particulier? Certes, je suis marié à une Rwandaise, j'ai la chance d'avoir des enfants métis, mais est-ce bien suffisant? Et très honnêtement, ce n'est pas une question rhétorique que je soulève ici, c'est une question très concrète qui se pose en famille avec les enfants quand nous discutons de thèmes un peu chauds, sensibles, comme le racisme, le patriarcalisme. Voilà, ma légitimité ce soir, eh bien, je m'en remettrai à vous pour l'apprécier. Le Rwanda. J'ai eu de la chance d'y pratiquer mon métier de journaliste radio, de réaliser un documentaire, de participer à différentes formations, à différentes cérémonies traditionnelles, dont la dot, lors de notre mariage. J'y ai rencontré des confrères, expliqué mon travail, auditionné des chorales pour la RTS et admiré les paysages multiples. Avec Eline, mon épouse, nous avons soutenu la création de la station de radio du Conseil protestant dans ce que les Occidentaux appellent la petite Suisse de l'Afrique. Nous avons pris nos repères au fil des ans, goûtant à ces incomparables beautés. Montagnes, lacs, rivières, dans ce château d'eau de l'Afrique, se trouvent les sources du Nil, mais aussi le majestueux parc de la Kagera. Première visite au Rwanda, c'est en 1990. Je m'y rends pour RTS Religion, pour préparer un reportage sur le thème de l'alphabétisation par la Bible. Alors, en journaliste consciencieux, je me prépare sur une situation politique complexe, une situation tendue. Mais une fois sur place, je vous avoue, je ne vois pas grand-chose, pour ne pas dire quasi rien. Sauf tout au sommet de l'hôtel, les soldats français qui surveillent la nuit le couvre-feu. Difficile pour mes yeux d'étranger d'avoir la moindre idée de l'ampleur de ce qui va se passer quelques années plus tard. Et aujourd'hui encore, je ne sais pas très bien comment penser ce que je ressens comme une forme de myopie. Juste après le génocide, en 1994, peut-être d'ailleurs pour racheter cette myopie, je décide de rejoindre l'équipe des journalistes suisses et rwandais à Bukavu, au Congo voisin, pour l'aventure de Radio Hirondelle. Radio Hirondelle, c'est cette radio fondée par un confrère suisse qui se donnait comme objectif de faire une information aussi impartiale que possible pour les réfugiés dans les régions avoisinantes. Comment parler du Rwanda quand on est étranger ? En 2010, je tente une première expérience dans un petit livre intitulé « Noir et blanc ». C'est coloré. Une manière de montrer que vivre la mixité culturelle dans une famille, c'est un sacré défi. Depuis, j'ai appris que je ne devais pas, que je ne pouvais pas me faire l'interprète des Rwandais. Mais je pouvais faire part de mes observations, toujours avec diplomatie et une certaine retenue. Ce que je vais tenter de faire ce soir, en commençant par dire que, selon moi, le Rwanda est un pays très bien proportionné. Dans la topographie, mais pas seulement. Dans la culture, dans les coutumes, il y a de l'équilibre, il y a de l'harmonie.
Immergez-vous dans cette photo pour sentir ses justes proportions. La superficie du Rwanda correspond aux 2 tiers de celle de la Suisse. On traverse le pays entre 5 et 6 heures de voyage. Si Kigali est la capitale, avec d'autres lieux importants comme Butare ou Musanze, le cœur du pays est dans la campagne, dans les champs, au milieu des cultures. Comme ici, dans le Bugesera, un district au sud de Kigali qui s'étend jusqu'aux frontières du Burundi. Comme vous le voyez, le Rwanda ne se réduit pas aux usuelles 1000 collines. Il y a certes des collines, des volcans même, mais aussi des étendues plates, verdoyantes et cultivées. J'ai expérimenté une autre proportionnalité lors d'un événement très important au Rwanda, peut-être l'événement avec un grand E, le mariage. J'ai eu le privilège de vivre la cérémonie de la dot, un moment complexe, touchant, un peu magique aussi. Puis la cérémonie à l'église avec les chorales, et puis la réception avec des danses magnifiques. Des journées mémorables. Les mariages, c'est peut-être pour ça qu'ils sont si importants, concentrent 1000 richesses de la culture, dont l'art de la parole publique. Un art très subtil. Dans la cérémonie de la dot, par exemple, chacune des familles négocie, par orateur interposé, c'est une forme de théâtre, négocie les termes de l'alliance entre les 2 familles. Alors un art de la parole qui est encore largement dans les mains des hommes, pour ne pas dire totalement. Pour combien de temps? C'est une question que j'ai envie de poser à mes amis rwandais un de ces jours, à toi Tarsis, d'autant plus que tu as publié un livre sur le mariage dans la tradition rwandaise. Les Rwandais savent jouer de la parole. Ils jouent avec finesse dans tous les moments importants. Au détour de jeux de mots, de dictons, ils se disent des choses, ça n'a pas l'air, mais des choses essentielles, très importantes. Mais alors toujours dans un équilibre esthétique, dans un équilibre rhétorique magistral. Entre la langue, le Kinyarwanda, les locuteurs et les moments de parole, il y a une véritable proportionnalité. Je vous propose quasi de la visionner. Suivez-nous sous l'arbre, dans le petit village de Zaza. L'héroïne dont vous allez faire connaissance, Clarisse, s'adresse à des parents qui vont, à leur tour, lui répondre. Dans cette culture orale, la parole fait le lien. Elle dit les alliances, elle répartit le pouvoir. Elle entoure les enfants, les malades, les personnes âgées. La parole est vectrice de dignité et s'exprime toujours de façon mesurée. Aucun éclat de voix. Ah oui, c'est possible. Tout est bien proportionné. Alors, équilibre, symétrie, le Rwanda serait-il seulement ce petit paradis vanté par les tours opérateurs pour touristes, disons, plutôt fortunés? Vous en doutez, la réalité est plus complexe. Au cœur même de ces équilibres, bien cachés, se trouvent des dissymétries que l'observateur attentif peut découvrir avec le temps. Mais pour le dire, plus j'avance, sincèrement, moins je comprends. Plus j'avance, moins je comprends comment il est possible que ces harmonies, ces symétries coexistent en même temps avec des dissymétries non moins réelles. Arrêtons-nous à Nyandungu, un écoparc naturel construit dans la banlieue de Kigali, un havre de paix. Regardez ces îlots de bambou, bien entretenus, tout est ordonné, rien ne peut pousser à l'extérieur. Une chose qui frappe l'observateur extérieur, c'est l'étonnante organisation de la société rwandaise, par un quadrillage territorial et administratif unique, à 5 niveaux. Tout en bas, il y a la cellule. Bon, chez nous, nous dirions le quartier. Le mot est d'ailleurs très joli, c'est l'Umudugudu. Il y en a environ 14 800. Ensuite, il y a 2148 cellules, elles-mêmes regroupées en 416 secteurs,
relais technique de l'administration. Et tout cela est rassemblé en 30 districts avec un maire, un conseil municipal et un budget. Et enfin, il y a 5 provinces dont la fonction est de coordonner la mise en place des politiques nationales à l'échelle de la région. À ce stade, j'ai quelques questions à poser. En tant que Suisse, je me demande si la gestion de cette complexité est vraiment efficace. Ce quadrillage, c'est un vrai quadrillage, n'est-il pas excessif? Comment se fait-il? Comment ce dispositif culturel, administratif, au service de la population, mais aussi du pouvoir, comment se fait-il qu'il n'ait pas pu empêcher le désastre du génocide des Tutsis? Cette société qui organise tout, qui surveille tout, ne risque-t-elle pas de verser dans une véritable concentration du pouvoir? Ou alors, dernière hypothèse, serait-ce une forme d'Ubuntu, mais d'Ubuntu dénaturé? Venons-en à une seconde dissymétrie, le silence. Pour en parler, nous avons dans notre culture à nous le fameux dicton, la parole est d'argent, le silence est d'or. Je ne sais pas si vous savez d'où vient ce dicton, il vient des talmudistes, ces experts et interprètes de la Bible juive. Ils en connaissent un bout dans l'art d'interpréter les silences et les mots. Les Chinois d'ailleurs, qui en connaissent un bout sur le silence, ont aussi leur proverbe. N'ouvre la bouche que lorsque tu es sûr que ce que tu vas dire est plus beau que le silence. Alors on se demande comment les Chinois font pour exprimer une pensée critique. Bon, même si la culture de la contestation frontale, qui est la nôtre, n'est pas le seul moyen de se confronter. Comment est-il possible de représenter le silence? Eh bien, j'ai choisi une image qui traduit à mes yeux la position du locuteur dans la prise de parole. C'est une des toutes belles attractions touristiques à l'ouest du pays, dans l'immense forêt de Nyungwe qui conduit à Canggu et au Congo Kinshasa-Waza. Au cœur de ce parc national se trouve la passerelle au-dessus de la canopée. Perchée à quelques 60 mètres au-dessus de la forêt, elle donne une vue à couper le souffle. En voyant des personnes hésiter en montant, je me suis dit, comme Suisse, c'est facile. Mais j'avoue qu'une fois dessus, personnellement, j'ai un peu de vertige, je n'en menais pas large. D'abord, c'est pas très stable. Ensuite, si vous voulez vous arrêter pour voir la vue, mieux vaut pas avoir le vertige. Et enfin, attention au brouillard, il vous donne l'impression qu'il n'y a jamais de fin à l'exercice. Prendre la parole en public, c'est un peu comme traverser la passerelle de Nyungwe. Prendre la parole, c'est très délicat. Mieux vaut un trajet bien balisé, quitte à survoler le sujet. Et ne pensez pas que le propos, même balisé, soit facile à traverser. Si vous regardez à gauche ou à droite, le vertige vous guette. Si vous vous perdez dans le brouillard de vos pensées ou de vos avis personnels, vous risquez de ne pas voir le bout de l'exercice. En résumé, le silence sur les thèmes sensibles ou tabous n'est pas une injonction formelle, c'est une situation de fait qui ne se discute même pas. Le silence au cœur de l'oralité, une dissymétrie curieuse dans une culture aussi riche et profonde. J'ai l'impression que parfois au Rwanda, la vérité est dans ce que l'on ne dit pas, ou plutôt dans ce que l'on n'ose pas dire, parce que ça briserait, ça atteindrait cet équilibre dont nous parlions au début. Le silence, dès lors, serait-il le cri le plus fort pour résister, ou tout simplement pour survivre? Bon, attention. Attention, j'ai appris de mes amis rwandais, de Tarsis en particulier, que le silence est quelque chose qu'il faut interpréter avec prudence et en fonction des contextes. Il y a plusieurs types de silence. Il y a le silence de respect à l'autorité. Il y a le silence d'approbation. Il y a le silence de contestation. Mais il y en a encore d'autres.
il y a même le silence de complicité, ou encore le silence d'interpellation. Allez vous y retrouver d'ailleurs. Ce soir, je vous invite à une décolonisation de nos imaginaires. Alors, soyons clairs, on ne peut pas refaire l'histoire. La colonisation a bel et bien eu lieu avec ses zones d'ombre et ses zones de lumière. Mais on peut travailler nos imaginaires pour qu'ils sortent des clichés. Alors, décoloniser nos imaginaires, c'est quoi au fond? C'est un peu ce qui est en train de se passer avec notre imaginaire autour des cow-boys américains qui viennent sauver l'Europe des griffes du nazisme, ou comme des shérifs des westerns qui défendent la veuve et l'orphelin. Tout cela à l'ère de Donald Trump, ça fonctionne un peu moins bien. Et nous, les Occidentaux, quand nous pensons en Afrique, eh bien, nous avons un certain nombre de clichés qui nous viennent à l'esprit, un certain nombre de chiffres aussi d'ailleurs, de chiffres plus ou moins justes, plus ou moins équilibrés. Les économistes parlent, eux, du PIB, le fameux produit intérieur brut. Bon, à ce régime-là, l'Afrique est toujours en retard. Les humanitaires, eux, parlent d'un autre indice, un peu plus sophistiqué, l'IDH, l'indice du développement humain. Alors, il y a le PIB dedans, mais il y a d'autres choses aussi, l'intégration, l'espérance de vie à la naissance. D'ailleurs, petite parenthèse, question évolution de cet indice du développement humain, le Rwanda, parti de très loin, a très bien progressé. Parmi tous les pays de cette région, c'est celui qui a le plus progressé. Bon, reste que travailler avec des indices, vous en conviendrez, c'est quand même réducteur. C'est entretenir l'imaginaire d'une Afrique en retard. En retard. Oui, sans doute en retard. Mais en retard par rapport à quoi, au fond? Par rapport aux droits de l'homme, assurément. Mais, à propos de droits, non pas de droits en Afrique, mais ici chez nous, avez-vous pensé aux droits des personnes âgées? Les Africains y pensent, eux, quand ils sont chez nous et qu'ils voient nos parents, nos grands-parents comme parqués dans des EMS. Soyons honnêtes, l'Afrique est aussi en avance. Avez-vous pensé à l'écologie, au bilan carbone par habitant? À ce jeu-là, l'Afrique est bien en avance sur nous. D'ailleurs, à propos de clichés, celui d'une Afrique surpeuplée mériterait aussi d'être visité. Savez-vous combien d'habitants il y a au kilomètre carré en Europe, Russie non comprise? 108. Savez-vous combien il en a en Afrique? 43. Cela dit, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si l'Afrique était vraiment si cool, ça se saurait. Elle est plus complexe, elle est beaucoup plus complexe, et c'est notre responsabilité à nous d'intégrer cette complexité, comme c'est notre responsabilité avec nos partenaires africains de revisiter nos liens avec ce continent, dont les liens missionnaires. Comment retravailler un imaginaire? Eh bien, avec des rencontres et avec des images. Je vous propose une image dont je pensais qu'elle serait très difficile à prendre, celle du marché ouvert à Kimironko, à Kigali. Eh bien, à ma grande surprise, quand j'ai sorti ma caméra en 360, la rencontre a été joyeuse, détendue. Les vendeurs se sont précipités, chacun voulant faire découvrir sa boutique, tant et si bien que j'ai dû prendre toute une série de photos. Que signifient tous ces objets? Derrière les couleurs chatoyantes, le rendement maximum d'exposition en mètre carré, les masques africains kitsch pour touristes, que nous dit ce lieu sur l'importance de l'habillement? L'élégance, chers amis, l'élégance est une valeur centrale qui contraste avec une certaine perception occidentale pour qui l'Afrique égale brousse, égale poussière, égale santé. Dans cette échoppe, il y a plusieurs messages cachés les uns dans les autres comme une poupée russe. Si le vernis du marchandage est la première poupée qui nous frappe, celui de gagner sa vie est la suivante, celui de discuter et de bien recevoir l'étranger vient rapidement. Mais il y a d'autres poupées encore, plus petites à découvrir. Peut-être faut-il aussi demander à nos partenaires africains quel imaginaire ont-ils d'eux-mêmes avec tous ces objets? Et quel imaginaire ont-ils de nous, les Occidentaux, pour offrir tous ces objets aux touristes de passage? À l'heure où sortir du colonialisme est une priorité, je vous propose maintenant une autre image.
qui évoque ce que je trouve personnellement depuis des années sur ce continent, du lien et encore du lien. Entrons dans cette image emblématique et paradoxale. Elle est prise dans les jardins du musée d'art du Rwanda. Jusqu'en 1994, c'était la résidence de l'ancien président Juvenal Habyarimana. Sa maison est devenue aujourd'hui un musée d'art. Dans le parc se trouvent les restes de l'avion présidentiel abattu que l'on ne peut pas photographier. Mais il y a aussi surtout un arbre incroyable, qui ne fait l'objet d'aucune information particulière, mais qui attire l'œil. De toute évidence, cet arbre est le cœur du parc. D'après mes petites recherches, il s'agit d'un Ficus elastica géant, une plante vasculaire qui transporte les nutriments et l'eau à travers l'organisme. Elle prospère autant dans les déserts arides que dans les forêts luxuriantes. Regardez, il n'y a pas un tronc, mais des troncs, petits, grands, moyens, comme autant de paroles et de personnes entremêlées. Dans cette joyeuse prolifération et ce mélange de racines, chacun est là parce que l'autre y est aussi. J'y vois l'Ubuntu. Comme si l'humanité était un immense ficus elastica dans lequel circule l'énergie du vivre ensemble. Alors après avoir esquissé les grandes lignes de ma perception du Rwanda, j'aimerais maintenant partager avec vous ce qui m'a le plus touché dans ce pays, la rencontre avec l'Ubuntu. Et cette rencontre ne s'est pas faite dans un amphithéâtre ou dans un cours de philosophie, elle s'est faite grâce à Clarisse, une jeune femme qui m'a semblé être une forme d'incarnation presque parfaite de l'Ubuntu. Mais au-delà de la définition d'Ubuntu, vous vous souvenez, le fait de vivre par et pour les autres, qu'est-ce que ça veut dire exactement l'Ubuntu ? Pour vous l'expliquer, je vais me servir des mots d'un grand auteur africain, Amadou Hampâté-Bâ. L'auteur qui, à mes yeux, a donné l'explication la plus concrète que j'ai trouvée de ce concept. Amadou Hampâté-Bâ s'inspire de contes initiatiques. Cet ethnologue malien raconte que l'Ubuntu s'exprime au travers de 4 pouvoirs majeurs de l'humain. L'humain, c'est d'abord avoir une grande vision. Une vision qui voit loin, qui va au-delà de l'immédiat et du superficiel. L'Ubuntu, c'est avoir un grand parler. Un parler qui crée l'humain, un parler qui crée le vivre ensemble. L'Ubuntu, c'est ensuite avoir une grande écoute. Une écoute qui vous ouvre au monde le plus large possible. Et enfin, l'Ubuntu, c'est avoir un grand agir. Cet agir qui change le monde pour une vie plus pleine, pour tous et pour chacun. Alors, imaginez-vous. Il y a une année, j'accomplissais un petit mandat pour une ONG au Rwanda, et là, je tombe sur une histoire qui me semble être la concrétisation presque parfaite de ces 4 grands pouvoirs, avec en son centre une héroïne dont nous allons faire connaissance. Mais commençons par le début, commençons par la grande vision. Au Rwanda, l'utilisation du mot vision est souvent associée à une expression qui s'appelait Vision 2020, Vision 2020. Vision 2020, c'est un grand programme du gouvernement rwandais destiné à booster l'économie pour qu'elle devienne une économie à revenus intermédiaires et une économie de la connaissance. Mais en ce qui me concerne, la grande vision que j'ai rencontrée n'était pas celle du monde politique, mais celle d'une petite poignée d'enseignants et d'éditeurs regroupés dans une ONG, Organisation rwandaise d'édition et de littérature. Une petite équipe, dans un bureau modeste de la banlieue de Kigali, rendons leur visite. Murakaza neza muri inkuru y'amafoto itugaragariza ibikorwa by'umuryango wa rero n'umuryango nyarwanda udaharanira inyungu ufite intego
yo gucengeza Viator Ndikumana, que nous entendons, est professeur de théologie dans une faculté anglicane. Il évoque les objectifs de l'association dont il préside le comité. Ce qui est grand dans leur vision, c'est ce que nous allons lire dans la fiche du bureau de l'association. A child who reads will be an adult who thinks. Un enfant qui lit sera un adulte qui pense. Vous l'avez compris, la grandeur de ce projet de démocratisation de la lecture, c'est la vertueuse capacité de cette vision à se déployer concrètement, à créer des lecteurs qui se démultiplient grâce à la diffusion des livres. L'équipe des responsables que j'ai eu le plaisir de rencontrer a assurément une grande vision. Mais le grand parler ou le grand agir ou la grande écoute, ce sont d'autres qui l'ont. Pourquoi ? Eh bien parce que les pouvoirs de l'Ubuntu sont toujours partagés, au service de tous et dans les mains de tous. C'est sans doute l'une des caractéristiques fondamentales de l'Ubuntu qui en fait sa dimension universelle. Aucune personne, aucun pays, aucune culture n'exerce à elle seule les 4 grands pouvoirs de l'humain dans l'esprit de l'Ubuntu. Et alors nous, les Occidentaux, quel est notre Ubuntu à nous ? Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. La grande vision des droits de l'homme. Mine de rien, si nous ne léguions ne serait-ce que cette grande vision, ça serait déjà pas mal, non ? Parce que question grand agir, question grand parler, question grande écoute, je ne vois pas trop, enfin, je vous laisse la question et nous revenons au Rwanda. Dans ce projet de démocratisation de la lecture, qui a manifesté ce fameux grand parler ? Ce ne sont pas les pros de la parole. Et je vous assure qu'il y en a. Des ecclésiastiques, des politiques, des enseignants, ils aiment tous beaucoup parler. À mon avis, dans ce projet de démocratisation de la lecture, le grand parler s'est manifesté en une jeune femme, Clarisse Nyiraneza. mba mu karere ka Kayonza aho nabaga kwa musaza wanjye nibwo naje. J'ai découvert le programme Hello lorsque je vivais dans le district de Kayonza. Je l'ai trouvé utile. Plus tard, je suis retournée dans mon district natal en Goma. J'ai pensé que le programme devrait se poursuivre et s'étendre à ma région. J'ai donc contacté les responsables de l'organisation Hello qui ont accepté de nous rendre visite. J'ai ensuite parlé aux parents avec l'aide des dirigeants locaux, en particulier le chef du village qui a rassemblé les parents. J'ai présenté le programme visant à encourager les enfants à lire le Kinyarwanda. Les parents ont été ravis et ont accepté de nous envoyer leurs enfants à qui j'ai distribué des livres. Au total, 94 enfants provenant de 3 secteurs du district d'Ongoma, à savoir Zaza, Mugesera et Karembo. Par la suite, les responsables de Hello nous ont rendu visite et nous ont apporté d'autres livres. Après leur visite, les enfants ont poursuivi le programme de lecture. Les enfants nous ont informé que ce programme avait eu un impact positif dans leurs écoles. Ils obtiennent désormais d'excellents résultats dans leurs cours de Kinyarwanda. Les responsables de Hello ne nous ont pas abandonnés, ils ont continué à nous rendre visite et à ce jour, ils restent en contact étroit avec nous. Par la suite, nous avons reçu divers autres livres de Hello, notamment ceux portant sur les droits des filles et les droits des enfants en général. Nous avons également découvert des livres sur la protection de l'environnement, ce qui nous a amené à lancer un programme de plantation d'arbres. Nous avons planté 1030 arbres. À 25 ans, Clarisse, vous en conviendrez, parle avec clarté et avec autorité. Mais surtout, sa parole atteint son public, ou plus précisément ses publics. Tous les auditeurs de Clarisse deviennent
chacun à leur manière, des acteurs importants, des acteurs de la suite de l'histoire. Clarisse a su parler aux enfants, mais aussi aux parents. Nous la voyons ici, nous les voyons ici tous dans la salle de paroisse catholique. Elle a obtenu la mise à disposition de ce lieu précieux en s'adressant au curé, qu'elle a su convaincre. Quand nous avons enregistré le commentaire du logiciel que je réalisais pour cette ONG, elle a aussi su parler à mon micro. Elle saura aussi parler plus tard devant un parterre de notables à Kigali qui joueront un rôle décisif. Et maintenant, nous arrivons à la grande écoute. Que serait un grand parler s'il n'y avait pas de grande écoute? Cette écoute a été le fait des parents, des enfants, du curé et des fonctionnaires de la région. Sans la grande écoute de toutes ces personnes, rien n'aurait pu se passer. Nous sommes ici au cœur de la campagne du Bugesera, avec les cultures de maïs. Dans une concession, celle des parents d'Angelo. Angelo, c'est le complice de Clarisse. Les parents d'Angelo sont les premiers qui ont fait confiance à Clarisse et qui ont laissé leur fils, Angelo, aller de l'avant dans l'aventure de la lecture. Voici Clarisse en route pour un acteur sans l'écoute duquel rien ne se serait passé. Le curé du village. En valorisant son travail de lecture en groupe de Clarisse, l'ecclésiastique a donné une légitimité sociale, une reconnaissance sociale à la démarche. Et voici enfin les enfants du village de Zaza, pétillants, malicieux. Beaucoup d'entre eux se sont engagés dans un apprentissage de la lecture. Et un jour, ils ont lu un livre sur l'écologie. Qu'ont-ils fait alors? Eh bien, ils sont allés planter des arbres. Qu'est-ce qui est grand dans cette écoute? Le fait que ces trois groupes de personnes s'ouvrent à une parole qui va profondément changer leur quotidien, leurs habitudes. Les livres de Rello, les mots de Clarisse, vont comme accroître les domaines du possible pour eux, ouvrir leurs yeux sur des choses auxquelles ils n'avaient jamais pensé. Du jour au lendemain, la lecture, la plantation de petits arbres deviennent importants et les enfants ont de meilleurs résultats scolaires. Alors résumons. Au début, il y a la grande vision, celle de Rello. Ensuite, il y a le grand parler, le parler de Clarisse. Et puis la grande écoute de ces trois groupes. Puis viennent de petits agirs, la lecture ici, planter quelques arbres là. Mais le grand agir, il est où le grand agir? Eh bien, le grand agir, il est venu d'un inconnu. Clarisse est invitée à témoigner de son engagement. Elle quitte sa lointaine province de Zaza pour se rendre dans la capitale, à Kigali. Là, devant un parterre de notables, elle raconte ces petits groupes de lecture, plantation de petits arbres, etc. Dans les personnes qui l'écoutent se trouve Pierre Damien Maniléo. C'est un des directeurs de l'Office national des forêts pour la région de Zaza où habite Clarisse. Il est profondément touché par ce qu'il entend. Écoutez son témoignage. Je suis employé par l'autorité forestière rwandaise et je travaille sur le projet Tripper. Je suis responsable des efforts de plantation d'arbres dans la province orientale qui vise à renforcer la résilience de la région au changement climatique. Nous avons créé une pépinière et planté des arbres en collaboration avec les habitants locaux. Nous avons eu la chance d'apprendre que la communauté, y compris les jeunes et les enfants, souhaitait planter des arbres. Parmi eux se trouvait une jeune fille nommée Clarisse qui nous a confié avoir suivi une formation avec l'aide de l'organisation Rello.
Après la formation, elle a rassemblé d'autres enfants et jeunes désireux de planter des arbres, inspirés par les leçons de Relo sur l'importance de préserver l'environnement. Ils ont demandé des plants à planter qui ont été mis en terre. Les arbres qu'ils ont plantés ont été bien entretenus et sont en bon état. Il est essentiel que nous plantions une variété d'espèces d'arbres dans la province orientale, y compris des arbres de brume et des arbres forestiers, afin de contribuer à restaurer la biodiversité. Notre pays s'est fixé comme objectif d'atteindre une couverture forestière de 30% dans la province orientale. Ce qui est grand dans l'histoire de ce fonctionnaire qui aide ces enfants de la campagne, c'est le lien qui s'établit. Le lien qui s'établit entre des personnes, chers amis, qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Et surtout, ce lien improbable permet de partager des ressources et ainsi d'accroître la prospérité des uns et des autres. Alors pour terminer, je vais laisser la parole à Clarisse qui a préparé un message à votre attention. Bonjour la Suisse. Nitwa Nyiraneza Clarisse, nkaba mvuka mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Ngoma, umurenge wa Zaza, akagari ka Nyagatugunda. Je m'appelle Nyiraneza Clarisse, je suis originaire de la province de l'Est, district de Ngoma, secteur de Zaza, cellule de Nyagatunda, à Kirira. Dès que j'ai vu les livres sur les droits de l'enfant, ainsi que les livres sur la protection de l'environnement, cela a élargi mes pensées et apporté de nouvelles connaissances. Je suis capable de me tenir en public et parler au milieu des gens, car je suis convaincue que ce que je dis et enseigne est bénéfique pour nous, Rwandais en général, et pour le monde entier. Une autre source de ma force réside dans le fait que Dieu m'a créé et m'a donné cette force, afin que je puisse l'utiliser pour le bien des autres, ainsi que pour moi-même et ma famille. Une autre source où je puise cette force, ce sont les droits des enfants. Je suis capable de les défendre, de parler au nom d'autres enfants en public et de m'exprimer avec audace. En ce qui concerne l'Ubuntu, je connais bien. L'Ubuntu, c'est ce qu'un être humain reçoit de son prochain pour que cela lui soit utile et lui serve de modèle ou de guide dans sa vie. De plus, l'Ubuntu est un acte que tu peux accomplir pour ton prochain pour que tu lui manifestes cet Ubuntu. Pour donner un exemple, j'ai moi-même bénéficié de l'Ubuntu lorsqu'on m'a offert une machine à coudre. Désormais, chez moi, dans mon village, aucun enfant ne peut porter des vêtements déchirés simplement parce qu'il n'a pas les moyens de les faire réparer. Je fais moi aussi preuve de cet Ubuntu, tout comme on l'a manifesté, car l'Ubuntu est un acte qui vous permet de bien vivre et d'aider les autres à bien vivre. Quand tu as l'Ubuntu, cela permet de vivre soi-même ainsi que d'aider les autres à vivre. Ainsi, nous vivons tous dans une meilleure vie. Merci Clarisse et bravo. L'esprit de l'Ubuntu qui t'invite nous incite à t'imiter. Merci Clarisse. Merci Michel. Merci cher public pour votre écoute. C'est peut-être le début d'une grande écoute. Et je t'invite Michel à me rejoindre au centre de la scène pour qu'ensemble nous puissions maintenant accueillir Tarsis Semana pour la suite de cette soirée. Bienvenue Tarsis. Bonsoir Tarsis. Alors pendant que Daniel et Stéphano nous préparent notre petit salon de circonstances, je propose qu'on parle peut-être un petit peu plus longuement de vos biographies respectives. Apparemment c'est déjà prêt, donc on va s'asseoir tout de suite. Naturellement, je propose de commencer peut-être un peu plus par la biographie de Michel, puisque voilà,
on a eu l'occasion de faire un petit peu plus connaissance avec toi à travers ton magnifique texte. Donc évidemment, nous savons que tu es journaliste, théologien, que ton épouse est rwandaise, que tu as des enfants métis. Est-ce qu'au-delà de ces clichés, de ces je dirais marques de fabrique, tu as envie d'ajouter quelque chose? Je peux dire que j'ai eu un coup de cœur pour l'Afrique. La première fois que j'ai mis le pied sur la terre africaine, c'était pas au Rwanda, c'était au Cameroun, avec des étudiants en théologie, et depuis, ce continent ne m'a jamais quitté. Merci. À toi maintenant la parole, Tarsis. Alors, voilà, j'ai eu l'occasion de te présenter avant, voilà, comme on dirait ressortissant rwandais, originaire, donc personne originaire du Rwanda. Ça fait maintenant plusieurs années que tu vis en Valais, que tu enseignes la religion dans les écoles secondaires valaisannes. Tu es aussi doctorant à l'université de Lausanne et tu es en train d'écrire une thèse sur l'Ubuntu. Et puis, je pense qu'il faut aussi qu'on le dise parce que c'est, je crois, une partie importante aussi de ton parcours. Tu es réfugié politique rwandais ici en Suisse. Et donc voilà, toi aussi, je crois qu'on peut dire que tu as plusieurs étiquettes très fortes qui te définissent, mais est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose au-delà de ces étiquettes? Merci Didier. Ça marche. Oui, je crois que c'est tout. Oui. Merci Didier, merci Michel, merci le public. Je commence tout d'abord à rectifier certaines choses. Je ne fais pas une thèse sur l'Ubuntu. L'Ubuntu, c'est un des thèmes de ma thèse. Un des thèmes de ma thèse, mais un thème central. Ma thèse porte au fait sur le rôle des missions dans la transformation de l'éthos des sociétés indigènes. Si vous voulez, qu'est-ce que la mission? Quand je dis mission, c'est plus large. Ce n'est pas une mission évangélique seulement. Il y a aussi ceux qui partaient pour politique et ceux qui partaient pour la recherche en anthropologie, les militaires, tout ça. Ils partaient sous l'étiquette « je vais à mission ». Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Je parlais d'Afrique centrale. Qu'est-ce qu'ils nous ont enlevé? Qui sommes-nous aujourd'hui? Quelle est notre identité? Donc, alors, j'explore justement le concept d'Ubuntu. Est-ce qu'ils nous ont réveillés sur ce concept pour qu'on puisse le valoriser? Est-ce qu'ils nous ont dépouillé certaines choses qui pourraient peut-être contribuer à ce que nous devenions avant nous, c'est-à-dire plus humains que les choses négatives qu'on voit dans cette région? Alors, c'est la première précision que je donne. Alors, deuxième précision, c'est que, en fait, là, je suis catholique, j'ai fait le grand séminaire, et voilà, comme le prêtre que vous avez vu. Donc, j'ai fait le parcours de la philosophie, de la théologie, et aussi, ce qui n'a pas été noté aussi, je suis ici puisque là, j'ai été dans la presse au Rwanda, raison pour laquelle j'ai été éjecté, j'ai été poussé à quitter le pays après la prison. Ça, c'est deuxième précision. Donc, je pense que les deux, au moins, donnent l'étiquette, voilà, élargie plus ou moins ce que je suis, pourquoi je suis ici, pourquoi je fais 23 ans en Valais et pourquoi je suis arrivé en Suisse. C'est pour ces raisons que justement, on va y revenir peut-être là, qu'il y a une sorte d'union, justement, que les Suisses aussi m'ont manifesté à d'autres personnes aussi qui ne sont pas moi-même. Donc, on peut partager le Ubuntu, c'est universel. Donc, c'est ça que je voulais un peu alors préciser. Et ma recherche porte sur le Burundi, bien sûr le Rwanda, même si je ne peux pas y poser mes pieds, et une partie aussi de la Tanzanie, côté de Kalagwe, côté de frontalier avec le Rwanda, avec le Burundi. Voilà, ce sont les précisions que je voulais encore ajouter, Didier. Merci. Merci beaucoup, Tarsis.
Effectivement, je crois que c'était très, très utile justement de dépasser les étiquettes, et je crois qu'on a maintenant une vision plus large de ton parcours. Après ces présentations, qui évidemment restent sommaires, mais on aura le temps peut-être de faire plus amplement connaissance autour d'un verre lors de la 5e partie de cette soirée, je vous propose de revenir sur la première partie de la soirée, qui était donc cette présentation éminemment subjective, assumée comme telle, du Rwanda par Michel. Et puis, forcément, que lorsqu'on a une personne comme toi ici, on ne peut pas s'empêcher de te demander qu'est-ce que tu as pensé de ce Suisse qui te parle du Rwanda. Vas-y. C'est le jeu. Je pense que Michel a raison de parler du Rwanda, puisqu'il a soulevé tout d'abord qu'il est journaliste. Et journaliste, c'est quelqu'un qui est un peu curieux, qui a envie de découvrir et partager sa découverte avec le monde entier, dont les Suisses, il a partagé justement ce qu'il a vu en Afrique. Deuxièmement, il s'est marié avec une Rwandaise. Donc, alors, à un certain moment, il a parlé du mariage. Ce mariage, c'est une alliance. C'est très central dans nos traditions africaines, surtout la tradition rwandaise et burundaise, dont je connais plus ou moins mieux. Donc, c'est très central. C'est-à-dire, il est devenu l'un de nous. Il n'est plus à l'extérieur de nous, il est devenu l'un de nous. Donc, raison pour laquelle alors il a raison de parler, mais aussi, comme il a dit, je parle avec réserve, mais pas de réserve, parler s'il y a quelque chose qui dépasse les limites, là, on te dira, le silence que tu as évoqué va aussi te ramener à te poser des questions, à s'ouvrir à nous, à demander pourquoi on ne veut pas te dire ça, pourquoi on te regarde de notre œil. Donc, il a plusieurs raisons alors de parler de l'Afrique, hein, puisqu'il a découvert l'Afrique à travers le Cameroun et à travers le mariage, à travers plusieurs ses curiosités journalistiques. Donc, je peux m'arrêter ici. Je prends la balle au bon pour revenir du côté de Michel. Moi, je ne peux pas m'empêcher non plus, Michel, de sourire quand, ici, dans ce haut lieu du protestantisme, tu admires la réserve, le sens de l'équilibre, on ne parle pas plus fort, qui sont des caractéristiques rwandaises. Personnellement, je les trouve aussi très protestantes, non ? J'ai pas du tout pensé à ça. Non, mais il y a une forme d'harmonie qui tu me prends à défaut parce que je n'y ai pas pensé sous cet angle-là. Moi, je suis plutôt parti de la nature du pays, parce qu'on est très décentré par rapport à notre propre climat, à notre propre nature. Donc je trouve qu'il y a une vraie harmonie entre la géographie, le climat et les gens. Ça fonctionne comme ça fonctionne bien. Mais je n'ai pas du tout imaginé que c'était parce que j'étais protestant. Puis je retrouvais des éléments semblables. Non. Moi, je suis protestant, mais je m'exprime comme je ne respecte pas toujours autant les silences, et parfois, ça m'insupporte, les silences rwandais. J'ai de la peine à les comprendre, et parfois, je trouve que... Mais c'est aussi une question que je peux te poser. D'ailleurs, je la dis peut-être pas directement dans ce que je vous ai présenté, mais la question que je peux te renvoyer, Tarsis, mais avec beaucoup d'humilité, parce que qui suis-je pour la poser, mais est-ce qu'il n'y a pas un lien tout de même entre cette espèce de force qui vous contraint à ne pas parler, et puis tout d'un coup, cette explosion de violence qu'il y a eu dans le génocide? C'est vraiment une des questions sur lesquelles je me suis cassé les dents, et j'ai jamais trouvé de réponse à cette question-là. Est-ce qu'il y a un lien, et qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, c'est une question un peu quand même délicate et un peu difficile quand même à expliquer. Nous aussi, Rwandais entre nous, nous n'arrivons pas à savoir, à donner des raisons rationnelles comme occidentales. Donc pourquoi nous nous sommes entretués, pourquoi nous nous entretuons même aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe au Congo aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le président rwandais signe des accords avec le président congolais. Donc
à cause justement des bagarres qui se font à l'est du pays. Et le Rwanda qui a agressé quand même, qui a agressé le pays voisin. Donc on n'arrivait pas à comprendre pourquoi nous sommes arrivés là. Mais je pense que le silence dont il est question, peut s'interpréter justement du fait peut-être qu'on est écrasé par le pouvoir, on n'ose pas dire les choses, et après ça s'empire, après on se livre alors, on s'enchaîne à l'autre, on s'entretue comme ça. Moi, ça c'est une des raisons que je peux avancer. Mais ce n'est pas suffisant quand même rationnellement de comprendre pourquoi aussi ceux qui ont étudié, qui ont des doctorats, qui ont des prêtres, des pasteurs, aussi qui trempent dans le génocide. On pourrait comprendre que la population, le simple gens, peut-être par méconnaissance, par ignorance, ou bien par des envies de s'archiver, de prendre les biens des voisins, qu'ils peuvent en arriver là. Mais ceux qui ont des moyens, des maisons, des voitures, tout ça, pourquoi aussi ils sont arrivés là? Donc moi, je dis quand même, moi je me dis que c'est l'être humain. L'être humain, il est un peu partout. C'est comme vous, quand je dis vous, en Europe, en Occident, au Moyen-Âge, vous étiez entretués. Le Moyen-Âge, c'était affreux. Enfin, le Moyen-Âge, c'était loin, mais en l'occurrence, voilà, comme vous le pouvez le voir, j'ai aussi cette caractéristique du métissage. Je sais que j'ai grandi dans les années 80 à Genève, où je passais mon temps à devoir répondre à des questions d'Européens tout à fait intentionnés, bien intentionnés, qui me disaient « Enfin, c'est quand même incroyable, toutes vos guerres en Afrique, vous n'arrêtez pas de vous entretuer. » Puis je les regardais avec la naïveté de l'enfant en disant « Oui, mais enfin, la Shoah, c'était comme chez vous. » Tu parles avant du silence, de cette dissymétrie du silence qui pourrait expliquer des explosions de violence. Là, à nouveau, je m'étonne, Michel, parce que j'ai l'impression qu'en tant que Suisse, tu vas chercher au Rwanda une caractéristique qu'on dit aussi très helvétique et qui me fait rire dans le sens où Tarsis est allé en Valais, dans les montagnes, et Dieu sait si un des clichés des montagnards, c'est justement ce silence incroyable. Est-ce que tu as retrouvé le silence du Rwanda dans les vallées valaisannes? Totalement. En Valais, les Valaisans, c'est comme des Rwandais. Oui, c'est vraiment, je me suis retrouvé chez moi, par rapport à Genève, par rapport à Lausanne, à Neuchâtel. Tu arrives en Valais, tout d'abord là, on ne te paraît pas, on te regarde seulement, deuxième fois, on passe à côté de toi, tu dis comment tu t'appelles, tu dis ton nom, et la personne parle, troisième fois, tu dis mais tu viens d'où? Donc, et la 11e fois, il te dit est-ce que tu es catholique, tu es protestant, tout ça? Donc, c'est un cheminement. Donc, c'est une culture de réserve comme les Rwandais. Les Rwandais, vraiment, ils vivent une culture de réserve. On ne s'ouvre pas directement à l'autre. Et je trouve cette irréalité valaisanne comparable à la réalité rwandaise. Et au fur et à mesure que tu entres en contact avec la personne, tu ne sors plus. Tu es devenu l'un d'eux. Tu te sens, il t'invite pour partager, manger, te montrer la famille. Tu es déjà dedans. Mais être dedans, ça prend c'est un cheminement initiatique. Ce que j'ai trouvé différent du canton de Vaud de Genève, j'ai eu plusieurs connaissances du canton de Vaud de Genève, mais tu rencontres la personne pour la deuxième fois, troisième fois, elle ne te reconnaît pas. Elle dit, où est-ce qu'on s'est vu? Puisque là, la première fois, deuxième fois que vous vous êtes vus, ce n'était pas un délié, vous n'avez pas tissé un délié vraiment profond pour se dire les choses. Tandis qu'en Valais, on va doucement, jusqu'à ce que tu entres dedans. Tu entres ou tu n'entres pas. C'est la même chose alors que le Rwanda. Ce silence, tout d'abord, c'est immense. Qu'est-ce qu'il est? L'autre, il est quoi?
est-ce qu'il peut être ouvert à moi, il peut m'apporter quelque chose, ou bien il va me dépouiller de ce que j'ai. C'est ce que j'ai vu au Rwanda, c'est ce que j'ai vu en Mali aussi. Donc, tout d'abord, on a peur de l'autre. C'est naturel. Mais, alors, ce que je trouve alors très important, c'est que le Valais, c'est catholique, le Rwanda aussi. En tout cas, 95% c'est catholique. On est sous les réserves, même si on se dit chrétien. Il y a quelque chose qui nous pousse à nous replier sur nous-mêmes avant de s'ouvrir largement. Donc je trouve alors cette réalité valaisanne, elle était rwandaise et vraiment comparable. Idem aussi, là où je fais mes recherches au Burundi, c'est la même chose au Burundi aussi, on ne s'ouvre pas comme ça. Tu viens, vous faites tes routes avec la personne, voilà, mais la personne ne te dit rien. Quand vous arrivez à la maison, elle dit, bah, tu as dit les choses là sur la route et ça ne convenait pas. Moi, je fais des expériences et tout le temps que je vais au Burundi alors que nous sommes voisins, je me dis, je maîtrise plus ou moins la culture et la langue. Mais on voit qu'il y a certaines choses qu'on doit découvrir à l'autre, qu'on doit apprendre à l'autre, puisque sa culture est différente de la mienne, aussi sa personnalité aussi est différente de la mienne. Merci Tarsis. Je crois qu'on a beaucoup parlé de liens en fait, et donc naturellement je crois qu'on peut passer à la deuxième partie de la soirée qui a donc évoqué les liens et l'Ubuntu à travers justement, je dirais, la grille d'analyse de cette philosophie proposée par Amadou Hampâté-Bâ et ensuite à travers le parcours de Clarisse. Est-ce que tu aimerais encore ajouter quelque chose par rapport à l'Ubuntu? Est-ce que maintenant que tu te retrouves, je dirais, ailleurs que derrière ton pupitre d'auteur, est-ce que tu as envie de partager quelque chose de brut comme ça sur ton expérience de l'Ubuntu, Michel? Pour moi, ça reste un concept très étrange. Et je sens intuitivement qu'il n'est pas traduisible, qu'il n'est fondamentalement pas traduisible. C'est-à-dire qu'il se transmet autrement que par les mots. Et que tant que je ne vis pas avec des gens qui utilisent ce code-là, je ne peux pas le comprendre. Donc j'ai repris ta traduction, hein, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais je pense qu'on pourrait la rallonger encore comme ça, parce qu'il n'y a pas un mot dans notre langue qui peut le traduire. Donc je pense que c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est essentialisé la culture africaine ou les cultures africaines, mais il y a quelque chose qui vient d'ailleurs, et c'est pour ça que ça me fascine, et c'est pour ça que j'ai en fait surtout envie de t'entendre toi, parce que moi j'ai pris la parole longuement, mais de t'entendre toi sur si tu as l'impression que ce que j'ai dit sur Ubuntu, ça colle plus ou moins, ou bien c'est sympathique, mais enfin c'est quand même encore un peu à côté. Non, ce que tu as dit, Michel, c'est tu as rationalisé. Donc il faudra vivre alors. Donc on apprend par les livres et tout ça, mais quand il s'agit de c'est vraiment c'est ce que Clarisse nous dit. C'est la vie, c'est pas les choses intellectuelles. Je vais donner 2 exemples concrets ici. Je pense ici aussi dans tout de vous, c'est la même chose qu'en Valais. Une personne décède, qu'est-ce que vous faites? Les plus courageux, courageuses, ils envoient peut-être une carte à la famille endeuillée. C'est tout, ça s'arrête là. Et après, peut-être, on va les pompes funèbres, ils organisent, vous allez faire des adieux, une soirée, ou après c'est fini là, vous vous retrouvez peut-être aux enterrements, à la messe, des enterrements, ou pas. Puisque la personne ou bien la famille peut mettre là, c'est en privé. Bon, mais c'est une partie quand même, une partie qui s'en va. La personne avec qui vous avez étudié, vous avez joué, vous avez mangé, vous avez voyagé, tout ça, vous ne pouvez même pas aller spontanément dire voilà, je vais quand même rester quelques moments dans sa famille, puisque sa famille
endure quand même chose très dure. Dans l'enterrement, je ne vais pas puisque là, c'est privé. À quoi ça sert alors de vivre? Vous vivez, on vit pour l'autre, on vit quand même pour se compléter, pour voilà, partager le bien et le mal, le pire et le bien. Ça c'est resté quand je vois ça au niveau de l'Europe, donc disons en Valais. Il y a là où je me suis hérité, une personne avec laquelle on priait ensemble, elle décède subitement, et après le groupe missionnaire en vacances, en congé, qui avait organisé une soirée d'adieu, j'arrive, on m'a dit, ah, toi qui t'a invité? Je dis non. Il n'y a personne qui m'invite. C'est la personne, je la connais, j'ai mangé, j'ai été à la messe avec elle. Je viens la dire adieu, c'est tout. On me met à côté. On a essayé de parloter pour m'autoriser à aller faire mes adieux à la personne défunte. Vous vous rendez compte des limites que nous mettons nous-mêmes. Mais tandis qu'en Afrique, justement, c'est le contraire. Je parais, au moins il faudra vivre au Rwanda, voir. Je vais parler du Burundi, là où je viens récemment. Quand une personne décède, il y a un rituel qu'on fait, apporter du bois. S'il y a une Burundaise et un Burundais, on apporte. Le soir même, j'ai appris qu'une famille a été endeuillée, on doit lui apporter du bois. Le bois pour faire quoi? Donc, pour vraiment au premier sens, c'est pour chauffer. Dans toutes les soirées, la famille a besoin quand même de rester. On reste au moins quand même, on entoure la famille endeuillée, au moins jusqu'à ce que l'enterrement ait lieu. Même après l'enterrement, on continue de rester, de venir dans la famille endeuillée. On apporte alors du bois, c'est pour se chauffer le soir. On reste jusqu'au matin. Et la famille endeuillée, dans ce cadre, elle pourra congé de toutes les activités. Donc, il y a ceux qui s'organisent pour apporter à manger, pour porter le bois, pour chauffer, pour nettoyer, tout ça. Donc, les autres membres de la famille, ils sont en vacances, si vous voulez, puisque là, ils n'ont pas vraiment, ils doivent au moins avoir le temps de gérer cette disparition de l'être cher. On accompagne ça c'est apporter du bois. Et actuellement, avec la modernisation, surtout en ville, donc on collecte de l'argent pour acheter le cercueil, tout comme ça. Vous voyez, ça se fait spontanément, il n'y a pas à demander, donc ça se fait spontanément, puisque là, on se dit, donc c'est toute la famille qui est endeuillée, demain ça sera moi, après demain ça sera l'autre. Donc, vaut mieux alors que moi aussi je donne ma contribution. Il n'y a personne qui va juger que j'ai donné peu, que j'ai donné beaucoup. Donc, je donne sur mes moyens, sur mes disponibilités. Je vais rester 2 jours, 3 jours, ou bien on se succède. Donc, vous voyez, ça c'est le Ubuntu. Ça, c'est le Ubuntu. Pour revenir au sens de Ubuntu, le mot Ubuntu, justement, il y a Ubuntu. L'être humain, Ubuntu, l'être humain. Et Ubuntu, ça c'est justement tout ce qui incarne Ubuntu, tout ce que l'homme, l'être humain incarne. Après, il y a Ahanu, le lieu, et Ibinu, les biens. Tout ça doivent être au service d'Ubuntu, au service de l'être humain. Ce n'est pas alors à mon service seulement, puisque là, j'appartiens à une communauté. Et cette communauté, donc, je dois être actif pour que cette communauté puisse quand même surmonter les moments difficiles et les moments de joie comme le mariage. Aussi, je dois contribuer à porter la cruche pour festoyer, pour agrémenter, pour donner sens à la vie de la communauté. Donc, voilà ce que je peux dire sur le Ubuntu. Il y a Ibinu, les biens, et Ahanu, l'endroit, comme ici dans la salle, et il y a Umunu, l'être humain. Donc Ibinu, les biens,
Et à nous, tout ça doit être au service de la personne. Et cette personne ne nous appartient pas, appartient à une communauté. C'est pas comme ici, s'il y a quelque chose qui m'arrive en sortant ici, personne ne va pas s'occuper de moi. Ils vont attendre que la police intervienne. Alors que peut-être si j'intervenais pour sécuriser, apporter quelque chose, peut-être la police au moment de venir, ou bien l'ambulancier au moment de venir, peut-être j'aurais donné un premier secours. Donc c'est ce qui s'opère quand même ici, c'est ce que je peux noter comme réflexion. Je crois, Michel, tu en parlais aussi, pardon. Non, mais une chose, moi j'ai pas grand-chose à rajouter. Je suis très content parce que ce qui se passe maintenant, c'est ce que je souhaitais pour cette soirée, c'est que tu nous aides à décoloniser notre imaginaire. C'est-à-dire que tu nous fais voyager et tu nous casses nos clichés à nous, les Occidentaux, en nous montrant des richesses qui sont insoupçonnées et des philosophies qui ne sont pas les nôtres. Et elles sont cachées. Alors ce qui me frappe, mais je pense que c'est le cas pour le public aussi, c'est que c'est caché dans la langue. D'abord, moi je ne sais pas dire Ubuntu comme toi tu sais le dire, ou comme ma femme l'a dit, je ne sais pas le prononcer, parce que ce n'est pas un mot des registres sémantiques ou linguistiques qui sont les miens. Et puis je vois quand tu nous déclines les différents mots qui vont autour, que c'est une organisation du monde qui n'est pas la même que la nôtre, précisément. Et c'est ça qui est intéressant, au fond, pour nous, pour moi, à titre personnel en tout cas, mais j'imagine, j'espère pour le public aussi, c'est entrer dans une autre grammaire du monde qui nous permet de voir nos partenaires africains autrement, comme porteurs d'une richesse anthropologique, d'une richesse spirituelle considérable. Mais moi j'avais une question, si tu me permets, Didier. Pour toi, Tarsis, quelle est pour toi la plus grande menace pour l'Ubuntu? Qu'est-ce qui menace l'Ubuntu aujourd'hui dans la situation, je ne sais pas, disons du Burundi, parlons de ce pays-là, puisque tu peux y aller et tu ne peux plus aller au Rwanda? Le grand défi pour notre conception, notre philosophie de nous, justement, c'est l'individualisme qui s'infiltre plus davantage. Et le capitalisme sauvage, je nomme capitalisme sauvage. C'est ça qui vraiment qui fait mal à notre humanité entière aussi, mais particulièrement justement sur la conception de l'Afrique centrale. Donc, le capitalisme sauvage, tout le monde court derrière les biens matériels, l'argent, c'est tout. On va dans l'autre. Si Michel, tu vas au Rwanda, je sais, aujourd'hui les choses ont changé. Si tu vas à la capitale, tout ça, là où tu nous as montré, tout ça, tout le monde veut que tu achètes chez lui. Mais si tu vas à la campagne, peut-être ils vont dire le Muzungu c'est le blanc, il a de l'argent. Mais au moins quand même, ils vont aussi être attentifs pour dire, il parle quelle langue? Est-ce qu'il connaît notre façon de vivre? Là, ça change un petit peu. Et ça, en ville, donc vous voyez, c'est toujours, on court derrière l'argent, le capitalisme sauvage. On s'entretue à cause du capitalisme sauvage. Pourquoi l'Est du Congo, il y a tant de morts? On veut exploiter les minerais qui sont là-bas. Et ceux qui veulent exploiter, est-ce qu'ils mettent ça au service de la population, pour les infrastructures, pour tout ça? Rien du tout. C'est pour mettre dans les poches, aller déposer l'argent en Amérique, un peu partout. Ça, c'est le capitalisme sauvage. Alors, l'autre, c'est l'individualisme. Ce qui compte, c'est moi, c'est ma famille. Tandis que là, nous, justement, c'est mettre au service de la communauté. Donc, je vis pour la communauté, je vis pour l'autre et l'autre vit pour moi. Imaginez si vous êtes dans vos 4 murs, vous sortez le matin, vous voyez personne, vous voyez seulement le brouillard, tout ça. Est-ce que ça vous donnerait envie encore de sortir, de vivre? Pas du tout. Donc, bien quand même que
on essaie de rationaliser ici même en Europe, nous avons besoin l'un à l'autre. Notre relation me fait sentir que je vis. Du fait que je t'ai vu que nous n'avons pas la même figure, nous n'avons pas la même marque et tout ça, ça me rappelle quand même inconsciemment que je vis quand même. Puisque j'ai vu quelqu'un d'autre qui n'est pas comme moi. Donc c'est ça c'est le ça c'est les deux défis, les grands défis, le capitalisme sauvage et l'individualisme qui accroît, en tout cas en Afrique. Merci beaucoup Tarsis. Et puis je propose maintenant, puisque Michel a posé la première question, qu'on ouvre de votre côté, cher public. Et donc s'il y a des personnes qui ont envie de poser des questions, que ce soit à Tarsis ou à Michel, eh bien voilà, c'est le moment. Alors la première main qui s'est levée, c'est une dame au centre, et c'est Daniel qui s'approche, et voilà, qui vous apporte le micro. Bonjour Michel, c'est Sophie, tu me reconnais peut-être? Oui, oui. Voilà. Moi, j'aimerais savoir comment on peut valoriser Clarisse. Enfin, comment, même au Rwanda, j'aurais envie de dire avec ce que vous venez de dire. Mais j'ai ce souci, j'ai eu la chance d'aller en Afrique beaucoup plus jeune. Je ne suis pas retournée depuis 20 ans, 22 ans. Et je vais devoir y aller là. Et j'aimerais vraiment aller avec eux. Enfin, il y a quelque chose de richissime là, c'est extraordinaire cette Clarisse. Comment on peut justement aller et valoriser, vous entendez la soutenir? Non, pas la soutenir. Enfin, pas la soutenir. Vas-y. Que notre présence là-bas valorise des actes comme ça. Plus que nous, on va, on amène, et puis on les bravo, très bien. Mais comment, quelle attention avoir quand on est là-bas pour qui, dans ma vie, moi, j'ai reçu que des richesses de l'Afrique. Quand j'étais jeune infirmière, j'ai tout appris. Ensuite, j'ai adopté une fille. Ma plus grande richesse, elle est là, elle vient d'Afrique. Et j'aimerais retourner, mais ok, je peux amener des valises d'habits et de trucs, mais c'est pas ça le plus important. J'aimerais continuer à pouvoir et transmettre aux jeunes qui seront avec dans ce voyage que l'Afrique est riche. Et là, on a eu un exemple merveilleux. Mais je ne sais pas très bien comment faire. Tarsis, c'est peut-être toi qui a une réponse, puis en même temps peut-être c'est Michel qui a la réponse, puisqu'il a été confronté à ces rencontres. Oui, je n'ai pas la réponse à ta question directement, mais je trouve que ta question, elle traduit l'émotion que j'ai aussi, c'est-à-dire elle traduit aussi le fait que une manière de sortir de la mentalité de colonisateur ou de néocolonisateur, c'est de ne plus penser qu'on va en Afrique avec une valise de billets, des habits, des trucs et des machins. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Et je crois d'ailleurs beaucoup d'Africains le disent aussi. Ils n'osent pas le dire parce que ça ne se fait pas trop, mais en fait, ils sont partagés. D'un côté, oui, ça nous arrange évidemment si vous nous amenez des choses, mais en même temps, finalement, on est assez grand pour se débrouiller tout seul. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut aller en Afrique sans y aller avec l'idée d'aider, mais y aller avec une autre philosophie qui est celle de rencontrer et d'écouter. Moi, c'est un coup de peau. Je n'ai pas cherché Clarisse. Je suis tombé dessus comme ça, et je me suis dit tout d'un coup, voilà, il y a quelque chose d'étonnant qui se passe là. Mais c'est aussi parce que ce que je n'ai pas raconté, mais je peux le dire maintenant, c'est pas moi qui ai vu Clarisse, c'est d'autres qui m'ont dit, regarde cette jeune femme, elle est remarquable. Moi, je n'aurais pas vu. Donc, il y a un génie propre, c'est les gens de Relo, c'est ces grands professeurs d'université qui se sont dit, parce que leur grande vision c'était bien, mais tant qu'il n'y a pas eu les grands parler de Clarisse, il ne s'est rien passé. Et eux m'ont dit, mais regarde cette femme, quoi. C'est grâce à elle. Donc, moi j'ai envie de dire, je n'ai pas la réponse à ta question, mais j'ai envie de dire, tu as certainement un réseau d'amis africains, passe du temps avec eux, demande-leur ce qui leur paraît à eux intéressant de ce qui se passe chez eux.
Mais je pense que c'est eux qui ont la réponse. En tout cas, moi, Clarisse, je l'ai rencontré parce qu'on m'a dit regarde, là, il se passe quelque chose. Tarsis, tu souhaiterais ajouter quelque chose? Peut-être à l'arbre là qui avait des racines enchevêtrées donnerait ni plus d'explications, plus de notes en majeur et pas mineur. Puisque là, quand ça m'arrive moi aussi. Ça m'arrive moi aussi quand je vais au Burundi, c'est pas mon pays, mais j'y vais. Il y a des fois où je suis confronté à d'autres réalités, justement, je dis, oui, on me prend comme quelqu'un, on sait déjà que vous venez du monde occidental. Même si je vais au Burundi pour mes travaux, tout de suite quand j'arrive, en dehors même, dans la campagne, on me voit que je ne me comporte pas comme quelqu'un qui est vraiment, qui est local, qui est rwandais. On me dit, absolument, tu viens d'Europe. Donc, ça se voit sur la façon dont nous nous exprimons, la façon dont nous nous comportons. Alors, je pense que pour ces gens, la meilleure chose peut-être, c'est se montrer simple, ne pas les mépriser, tout d'abord les écouter, les regarder, aussi de nous mettre dans les bottes, de nous mettre dans les modes de vie. Ils nous donnent un respect, un grand respect, mais quelquefois, de notre côté, on se dit, de toute façon, moi je suis allé pour une mission, il faut, mon séjour va finir, je rentre. Non, il faut quand même, vous n'êtes pas obligé d'être chrétien, mais au moins il y a les valeurs d'humilité, cette générosité, donc de se dire, voilà, c'est un être comme moi, il vit des choses terribles, peut-être si j'ai quelque chose à lui tenir, je vais lui tenir, mais je me mets à sa place. Donc cet arbre, moi, me donne quand même un peu plus d'explications que je n'arrive pas à rationaliser comme Michel. Donc si vous avez vu des racines, ils sont enchevêtrés, il y a quand même les piquets qui sont costauds, d'autres qui sont maigres, tout ça, mais des racines quand même sont... Tu ne sais pas, cette racine alimente qui est piqué. Est-ce que ça alimente ce qui est costaud, ce qui est moins costaud, tout ça. Donc ça me donne un peu plus d'explications que je n'arrive pas à rationaliser, à Michel de rationaliser ça. Merci beaucoup, Tarsis. Alors, il y a plusieurs mains, donc je vois une main ici, mais il y en avait d'autres avant. Est-ce qu'il y a des personnes qui avaient levé la main avant, qui se sentiraient frustrées? Apparemment, il y a là tout devant, puis après on viendra vers vous, madame. Non, Daniel, juste derrière toi. Mrao Tarsis. Namakuru. Nimeza. Namahoro. Namahoro. Après ces salutations d'usage, je vais brièvement me présenter. Je m'appelle Yves, je suis marié aussi à une Rwandaise et j'habite depuis plus de 7 ans et demi au Rwanda maintenant. J'ai pris ma retraite et j'y vis comme au paradis. Si je peux dire, je vis comme au paradis. Mais j'aimerais dire deux choses par rapport à ce que vous avez dit sur le silence qui peut-être aurait pu être comme une marmite bouillonnante qu'on fait exploser et qui a provoqué le génocide. Moi, je pense que c'est pas du tout ça, parce que le silence, le génocide n'a pas eu lieu sous Kagame, mais sous Habyarimana, qui a été président depuis les années 60 jusqu'en 94, quand a éclaté le génocide. Et les gens silencieux, c'était la minorité Tutsi qu'on a massacrée. Eux ne pouvaient pas parler, ne pouvaient pas s'exprimer. Mon épouse est d'ethnie Tutsi et j'en sais quelque chose. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Je voulais juste dire une deuxième chose par rapport au Congo, puisqu'on l'a effleuré.
je trouve que de parler d'histoire des minerais, c'est un peu réducteur. C'est un peu réducteur, je ne vais pas faire long, mais juste expliquer qu'en 1885, l'Europe s'est réunie, l'Occident s'est réuni à Berlin et a partagé l'Afrique selon leur créneau à eux. Et le Rwanda a été amputé de toute cette partie de l'Est où il y a toutes ces réserves magnifiques de minerais. On n'en parlait pas à l'époque. Et il y a beaucoup de Rwandais qui sont devenus Congolais par ce partage de frontières. Ces Rwandais qui sont devenus Congolais ont continué à parler le Kinyarwanda, la langue du Rwanda, et ont été souvent traités de citoyens de seconde zone, malheureusement. Et quand le génocide est arrivé, juste à la fin du génocide, les génocidaires sont partis du Rwanda et ont fui au Congo. Et ont fui au Congo, ils se sont réunis en un parti qui s'appelle le FDLR, Front démocratique de libération du Rwanda. Ils ont commis des exactions, ils ont continué à commettre des exactions sur les rwandophones, sur les populations rwandophones qui habitent au Congo. Et ces populations se sont regroupées pour se défendre. Et le M23, dont on parle beaucoup, mais dont les Européens ne parlent pas, moi j'en sais quelque chose puisque j'habite là-bas, ce M23 a été fondé avant tout, en premier, pour protéger les populations rwandophones du Congo. Et évidemment le Rwanda a appuyé le M23 aussi pour ça, parce que ce sont les leurs qui ont été massacrés, où il y a eu des exactions après le génocide du Rwanda. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Et Kagame et le gouvernement du Rwanda a demandé depuis 30 ans à l'ONU de désarmer le FDLR, ce qui n'a jamais été fait. Et le FDLR continue à massacrer et à provoquer des exactions dans ces populations rwandophones qui parlent le Kinyarwanda, mais qui sont congolais, qui sont des vrais Congolais. Et moi, j'aurais plutôt tendance à dire que le problème à l'est du Congo n'est pas un problème congolo-rwandais, mais congolo-congolais. Et ça, on refuse de le voir. Bien sûr qu'il y a le problème des minerais, toujours. Bien sûr, on le connaît, ce problème des minerais que tout le monde veut exploiter, pas seulement le Rwanda. Les Chinois sont là, les Italiens sont là, les Occidentaux, les Américains, Monsieur, tout le monde. je crois qu'on voilà. a eu la possibilité d'entendre vos diverses affirmations que je suis obligé de recadrer en tant qu'affirmation, puisque dans les faits, en tout cas, nous, ce qu'on peut entendre depuis ici par rapport à ce conflit, c'est que au minimum, il est complexe. Et je pense que vous avez eu plusieurs affirmations qui, par définition, ne sont donc plus complexes. Donc peut-être que très rapidement, il y aurait une personne qui souhaiterait donner une autre vision de ce conflit, ou bien nous nous arrêtons là sur cette question. D'accord. Alors donc, effectivement, il y a eu juste une citation par rapport à l'Est congolais qui était effectivement très liée à la notion de capitalisme sauvage qui peut être vécu comme une attaque pour l'Ubuntu. Et donc on peut du coup, à partir de cette simple citation, mais qui se reliait en fait à la thématique de l'Ubuntu, qui est la thématique centrale de ce soir, revenir au centre du sujet avec une question suivante. Et madame, voilà. Ça sera peut-être plus qu'une question, mais c'est quand même lié à l'Ubuntu. J'ai été très surprise d'entendre ces 4 vertus qui font partie de l'Ubuntu, parce que ça fait depuis les années 70 que j'ai cette notion, j'ai lu des choses au sujet de la philosophie bantou, probablement écrit par un blanc, donc un colonial. Voilà. Mais
qui m'a frappé dans ma compréhension d'Ubuntu, à partir de toutes mes lectures, je ne me rappelle plus de ce que j'ai vécu. J'ai aussi vécu au Rwanda, entre autres. Et puis, j'avais compris que, avec des jeunes pasteurs, Ubuntu, c'est ce qui caractérise Dieu. Et c'est peut-être une lecture aussi pour tous, la façon de comprendre l'Ubuntu humain. Dieu est générosité, gratuité, don, et c'est ça qui caractérise Dieu. Et l'Ubuntu, c'est en fait cette qualité qui est aussi donnée à l'humain, puisque comme Tarsis l'a bien souligné, il y a une même racine pour l'Ubuntu, qui est une notion abstraite, et puis les hommes, les choses, les lieux. Donc, est-ce que cette notion d'Ubuntu, comme caractéristique de Dieu, ne serait pas aussi une façon de résumer ce à quoi les humains sont appelés, ce qu'ils sont appelés à incarner en tant que représentants de Dieu? Oui, effectivement, ça a un sens. Michel, en commençant, il disait que je lui ai expliqué que c'était un concept fourre-tout. C'est un concept justement qu'on peut retrouver en sociologie, en anthropologie, en philosophie et en théologie. Je pense que personne n'a vu Dieu, mais nous l'avons vu, mais nous le croyons. Nous y croyons. Comment vous avez vu Dieu? À travers les êtres. Je ne vais pas aller trop loin dans la philosophie ou dans la théologie. Dans la théologie, on dit il y a la théodicée. On peut connaître Dieu à partir des êtres. Je vois comment des êtres vivants, ils naissent, ils grandissent, ils meurent, ils renaissent. Nous sommes à la période de la mort, l'hiver, donc c'est ça ici en Europe. À travers ça, on peut quand même y arriver à réfléchir, à dire ça. C'est pas quand même nous qui sommes maîtres de tous ces êtres. Il doit y être quand même un être suprême qui est au-delà de tout ça. C'est une façon d'aller plus loin dans la pensée. Tandis que alors, justement, pour nous, une façon aussi de dire là, je vis. Pourquoi je vis? Pourquoi je suis né? Pourquoi je grandis? Pourquoi, à 17 ans, je commence à vieillir, à avoir de la calvitie, à avoir de la barbe blanche et les cheveux blancs? Bon, alors, c'est une façon de penser sur soi, en même temps de s'interpeller, donc d'entrer dans son intériorité, dire, mais d'où viens-je? D'où irai-je? Qui suis-je? De toute façon, vous posez cette question, même si les athées, soi-disant qu'ils sont athées, mais ils se posent la question, après ma vie, j'irai où? Peut-être ils se posent aussi la question, pourquoi je suis venu sur ce monde, là où il y a des bagarres, il y a tout ça. Donc, c'est une façon aussi de répondre au Créateur, pour ceux qui croient au moins. Donc, l'Ubuntu, alors, justement, se met à son service, justement. Moi, je définis ça comme une philosophie, en même temps, qui est au service de la foi agissante. Puisque là, si je vois quelqu'un, justement, qui est endeuillé, comme je vous ai dit, apporter du bois, quand on a perdu quelqu'un dans cette culture burundaise, donc, je donne sens quand même à quelqu'un, à la famille qui est en train de perdre le sens de la vie. Je motive un petit peu, après X temps, il va se sentir en chaleur, il va se sentir entouré. J'ai donné sens quand même à cette vie.
Je pense alors c'est une façon de se connecter avec l'être suprême aussi. L'Ubuntu justement nous aide à nous dépouiller de nos misères, de ce que nous sommes comme limite, ce que nous avons comme limite, de nous projeter au-delà de ce que nous sommes, au-delà de ce que les autres sont. Je pense que c'est une façon dont on peut interpréter justement théologiquement la dimension d'Ubuntu. Merci Tarsis. Je crois que Michel avait aussi envie de réagir. Alors, oui, j'ai rationalisé Tarsis, c'est juste parce que je n'ai pas d'autre outil, parce que je ne maîtrise pas la langue qui est la tienne, ni les langues bantoues, donc je rationalise. En tout cas, je vais chercher quelqu'un qui traduit. Et Amadou Mpateba, pour moi, il traduit. Alors, ça vaut ce que ça vaut, peut-être ça vous a parlé, j'espère, le grand agir, la grande vision, comment parler. Moi, ça m'aide. Alors, je ne suis probablement pas exactement au centre des recherches et en correction parfaite avec la philosophie bantou, mais tant mieux, parce que je ne suis pas bantou, je ne suis pas africain, je suis européen, donc j'essaie de trouver des passerelles pour m'inspirer, pour essayer de faire quelque chose de ça dans ma propre logique. Et pour répondre à Lucelle sur la dimension théologique, alors je ne pense pas vous faire un long cours, mais le grand parler, le grand agir, la grande écoute, si vous êtes chrétien, vous pensez à qui? La grande écoute, le grand parler, ben oui, c'est Jésus. Donc vous voyez, après, on peut faire des développements théologiques qui sont absolument fascinants, mais ça c'est un travail qu'il faut faire ensemble, au rythme où nos rencontres peuvent se faire. Est-ce qu'on aurait encore une question? On arrive gentiment à la fin de cet échange. Je vois Daniel, si tu veux passer de l'autre côté, une jeune femme. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre présentation, Monsieur Michel, et Tarsis pour vos compléments. Et donc, dès le début, dès les premières images, j'ai vraiment eu des frissons, franchement, pour dire la vérité. Et même tout le récit a été très captivant. Donc, ça m'a amené à vous poser maintenant 2 questions. Donc, ma première question, c'est: pourrait-on envisager qu'à travers votre parole et l'ensemble de cette conférence, que vous ayez incarné, peut-être même de manière indirecte, l'esprit de l'Ubuntu? Était-ce une des intentions sous-jacentes de votre intervention, ou bien s'agit-il simplement d'une résonance que j'ai pu ressentir et éprouver en vous écoutant? Il y a cette question, merci, ça va, on se connaît, mais alors ce n'était pas l'intention de... Non, mon intention n'était pas de faire un acte d'Ubuntu. Mon intention, je peux la dire parce qu'elle est connue, puis elle se développera dans des prochaines soirées que cette réflexion propose ici. Elle est de réconcilier, au fond, ma culture protestante avec l'image. C'est-à-dire d'avoir un rapport au monde où on peut entrer dans des images, mais dans une consommation d'images qui est autre que celle des téléphones portables, des trucs hyper rapides, mais où on peut s'immerger pour essayer d'entrer dans les résonances du monde lentement. Donc on le fera avec la peinture, avec la culture dans quelques mois. Alors peut-être que c'est une manière d'entrer dans une grande vision, c'est-à-dire une autre vision du monde, où on s'immerge plus lentement dans d'autres types d'images qui ne sont pas forcément les nôtres, dans d'autres lieux qui ne sont pas forcément nos lieux, et qu'on visite au rythme où on peut, avec le regard de plusieurs. Alors ça, c'est mon ambition, que je partage, j'espère, avec les amis du comité de cette réflexion. Mais c'était ça mon ambition. Est-ce que ça, c'est l'Ubuntu? Alors je n'oserais pas prétendre ça, mais c'est là où je suis, moi, dans ma culture, avec les complexités de ma tradition religieuse, d'entrer dans le monde de la communication, dans le monde des images. Là, on a de la peine, et il faut qu'on essaie de proposer quelque chose, mais qui soit, alors j'espère, de l'Ubuntu pour une fois, pourquoi pas. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. Ah, il y a encore des mains... Pardon, c'est vrai, vous avez 2 questions. Excusez-moi. Et la deuxième question, du coup, c'était comment peut-on tenter, si cela est possible, d'appliquer l'Ubuntu et de le retransmettre
autour de nous, à notre manière, dans un contexte culturel qui est très différent de l'origine même de l'Ubuntu. Merci, est-ce que tu aurais un conseil à donner? Moi, c'est appliquer, soyons naturels, soyons simples et naturels. Si vous passez, je vais théologiser, mais si vous passez à côté de quelqu'un qui est tombé comme Jésus et que vous vous souciez de lui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est déjà l'application. En même temps, c'est l'évangile. Si tu ne crois pas même à l'évangile, tu dis, mais c'est l'être humain quand même, je suis en train de sauver l'être humain. Je suis en train de venir en aide un être semblable à moi. Je ne suis pas obligé de dire, voilà, je le fais pour aller au ciel. Au ciel, on ne sait pas c'est où. Dieu sait là où il va nous amener. Mais ce qu'on sait, est-ce que tu as fait quelque chose de ton prochain? Qu'est-ce que tu as fait de lui? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il fasse pour toi? Emmanuel Kant. Donc, ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse, je ne ferai pas pour les autres. Donc, ça c'est le plus simple fait, la plus simple application. Je pense que l'autre, c'est culturel, ce qu'on a discuté avec Michel et tout ça. Donc, ce que je vois ici, je ne peux pas quand même, si je vois en Valais, il y a des décès, tout ça, que j'aimerais bien y aller. Dernièrement, j'avais un copain qui m'aide beaucoup pour l'ordinateur, les informatiques, il se connaît bien, mais il n'était pas en bon terme avec sa maman. Sa maman s'est suicidée. Il m'a appris, ma maman s'est suicidée, et on a l'enterrement. Et je n'ai pas envie d'y aller. Et c'est vrai, il n'est pas allé. C'est quelqu'un, il a 32 ans comme ça. Donc, mais le simple que j'ai fait, je suis allé chez lui, on a passé la soirée ensemble. Il ne voulait pas avoir quelqu'un d'autre chez lui. Il a accepté, voilà, je l'ai fait accompagner. Voilà, ça me suffit, c'est la pratique pour moi. Mais je ne vais pas quand même violer la culture d'ici, vu que si on a fait à l'intimité, c'est à l'intimité, mais c'est quand même quelque chose à laquelle on doit poser des questions. Est-ce que mettre ces choses à l'intimité alors qu'on devrait s'unir pour se soutenir mutuellement, est-ce que ça vaut encore la peine? Est-ce qu'il faudrait-il encore de revoir nos cultures qui excluent l'autre, même dans des moments où il a besoin de nous? Donc, mais vous ne pouvez pas aller directement dire là, le bon mot m'oblige d'aller. Non, puisque la culture est d'ici, vous interdit, donc c'est codifié, mais vous pouvez quand même changer petit à petit, peut-être excitant, ça va changer. On accepte qu'on se présente spontanément pour accompagner un copain ou quelqu'un d'autre. Voilà. Ça, c'est la meilleure application que je ferai. Michel trépigne. Oui, je trépigne. Non, mais c'est parce que la question est bonne. et puis ce que j'aime beaucoup ce que dit Tarsis, parce qu'il apporte les choses de façon extrêmement pratique et concrète et dans des exemples qui nous parlent. Ce que j'aime bien dans les 4 grands agirs d'Amadou Hampâté-Bas, c'est que la grande vision ou le grand agir, ce n'est pas des grands trucs, justement. Nous, les Occidentaux individualistes à outrance, on doit tous avoir un grand projet de vie, une grande vision, un grand agir, une grande carrière. Ce n'est pas du tout ça, l'Ubuntu. La grande vision, la grande écoute, c'est une chose toute simple. Toute simple. Voilà, donc oui, on peut agir dans l'esprit de l'Ubuntu, mais pas dans ces grandeurs qui sont celles qui habitent, je ne veux pas me flageller, mais qui habitent un peu l'homme occidental. On se rêve tous d'être des génies, et on doit tous devenir des individus, se construire, etc. Ok, on peut essayer de le faire, mais ça, c'est pas l'Ubuntu. Merci. Est-ce qu'il y a encore une toute dernière question d'une personne qui serait très malheureuse si elle ne prenait pas la parole? Apparemment, il y a une ultime demande. C'est pas une demande, c'est la réaction à ce qu'a dit Michel. Il a parlé de ces images.
il a parlé de ces images, et ça m'a fait revenir l'image de la passerelle. Comment est-ce que tu as réussi à nous parler de communication en nous mettant une passerelle qui débouche sur le brouillard? C'était absolument extraordinaire ce moment. Et ce moment, probablement, qu'il parle autrement de ce que tu as voulu nous faire découvrir ce soir. Merci. Merci beaucoup. Avant de nous retrouver à la nouvelle pour celles et ceux qui le souhaitent, je pense qu'il est aussi important de remercier toutes les personnes qui ont collaboré, qui ont rendu cette soirée possible. Je pense que tu m'as dit, Michel, que tu avais une liste de noms qui te tenaient à cœur. C'est le moment de les citer. Mais je vais la faire de tête. Non, je vais remercier les amis rwandais, Clarisse évidemment, parce qu'on lui a téléphoné, on lui a dit on aimerait que tu nous fasses un petit WhatsApp, là, comme ça, avec ton téléphone portable. Elle l'a fait, elle n'a rien écrit, elle a dit son texte comme ça. Donc vous mesurez aussi sa capacité d'expression qui est absolument, pour moi, phénoménale. Donc merci Clarisse, merci Daniel de Relo qui a fait tout le travail. Il y a plein de gens, vous savez, comme c'est toujours le cas derrière, il y a plein de gens qui font que sans leur travail, il ne se passerait rien. Donc merci à Daniel, merci à Tarsis, un autre Tarsis Gatois qui est à Édimbourg, qui est l'auteur des livres, de ces fameux livres. J'en ai quelques-uns ici si ça vous intéresse. Et puis merci dans la toute petite équipe qui a bossé avec nous. Merci à Mélanie Rapeau qui est cachée quelque part, sans le travail de laquelle, notamment au niveau des images, rien ne se serait passé. Merci à Daniela Barbazan. Je voulais aussi remercier Didier parce que ce travail de faire une sorte de mise en scène, c'est pas mon métier, donc sans lui, la soirée n'aurait pas été aussi belle qu'elle ne l'a été. Et merci à toute l'équipe d'Hétéro. Je crois que j'ai fait l'essentiel. Merci Michel. Merci en fait toutes les personnes autour du projet qui rendent possible aussi matériellement. C'est évidemment l'association Cèdre Réflexion et je crois que c'est Stéphano qui a pour mission de nous mettre face aux coordonnées de Cèdre Réflexion. Donc si vous avez envie de soutenir cette association qui organise des soirées comme celle-ci, il y en aura encore 2 autres cette année, vous avez toutes les informations derrière moi. Merci beaucoup pour votre présence et on se retrouve simplement à la nouvelle pour celles et ceux qui le souhaitent. À tout à l'heure.